Le lundi 21 mars 2016, dans une petite ville écossaise appelée Clydebank, un corps sans vie est retrouvé sur un chemin d'herbe tout près d'une route. Il s'agit du corps de Paige Doherty, une jeune fille de 16 ans née à Clydebank, déclarée disparue 2 jours plus tôt. Sa mort a été violente et il ne s'agit pas d'un accident. Paige Doherty a été poignardée à 146 reprises. Certaines des blessures sont des marques défensives, laissant penser qu'elle a tenté de repousser son agresseur. Pour la famille, pour les amis de Paige, c'est le choc et l'incompréhension. Qui a pu s'acharner comme ça sur cette jeune femme? Que s'est-il passé 2 jours plus tôt, le samedi 19 mars, lorsque Paige se rendait au salon de coiffure où elle travaillait de temps en temps? En se penchant sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs vont faire des découvertes et se rendre compte surtout que Paige n'est jamais montée dans son bus qui devait la mener au salon. Chose encore plus troublante. Elle est vue à 8h21 ce samedi matin, rentrer dans une épicerie située près de son arrêt de bus, mais n'a jamais été enregistrée en train de ressortir. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement. J'ai sorti, vous l'avez remarqué, la chemise rose. Je fais très rarement d'aparté mode, mais je me suis dit que c'était voilà, que c'était l'été, que les vacances, peut-être, en tout cas pour vous, allaient arriver, qu'on allait essayer de mettre un petit peu de couleur. Voilà. Vous avez le droit de me dire que le rose, ça va pas. Il y a aucun souci, ce sera notre discussion dans les commentaires. Je voulais justement vous parler de cet été, de ces 2 mois qui arrivent, juillet, août. Pour être honnête, ça va être un peu un été différent pour moi. Je vais être pas mal pris, donc je vais pas forcément avoir le temps de vous sortir chaque semaine des vidéos. J'ai essayé de faire en sorte de prendre un petit peu d'avance pour que vous ayez des histoires, des affaires, pour que vous puissiez évidemment avoir ces vidéos durant ces 2 mois qui arrivent. Le rythme sera peut-être différent, il n'y aura peut-être pas une vidéo chaque semaine, mais plutôt une vidéo toutes les 2 semaines durant juillet et août, et on reprendra un rythme normal durant le mois de septembre. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Sachez en tout cas que si vous souhaitez avoir de nouvelles histoires, en tout cas, peut-être réécouter des histoires, mais en podcast. Vous savez que j'ai un podcast qui est disponible. Vous allez pouvoir du coup réentendre ou peut-être découvrir ce qu'il y a des nouveautés qui ont été enregistrées exclusivement pour la version audio. Donc n'hésitez pas à rejoindre le podcast. La vérité n'est jamais très loin, que ce soit sur Spotify, Deezer, Amazon, sur Google Podcast, Apple Podcast. Les podcasts évidemment sont gratuits, donc n'hésitez pas à aller réécouter ça si le cœur vous en dit évidemment. Dernière chose avant de rentrer dans cette histoire, l'histoire justement qui arrive dans quelques instants, c'est l'histoire de Paige Doherty, et je me suis aperçu, mais ça arrive très souvent, c'est souvent comme ça, après avoir fait les recherches, après avoir écrit le script, que cette histoire avait déjà été traitée par une grosse chaîne de true crime française il y a plus d'1 an maintenant. Donc honnêtement, vous allez peut-être la connaître cette histoire, mais je le redis, les affaires n'appartiennent à personne, donc il n'y a pas de raison de ne pas vous diffuser cette vidéo. Donc voilà, je le fais, vous allez peut-être connaître l'histoire. Si ce n'est pas le cas, vous allez la découvrir maintenant. Dans tous les cas, on est parti pour l'histoire de Paige Doherty. Paige Doherty est née le 17 avril 2000 à Clydebank, une petite ville située en Écosse. L'enfance de Paige a été quelque peu agitée, puisque ses 2 parents se sont séparés lorsqu'elle avait tout juste 4 ans. Et c'est avec sa mère, Pamela Munro, que Paige a grandi principalement. Le nom de son père, lui, n'a pas été dévoilé dans cette affaire. Bien que Paige n'ait pas vécu avec ses 2 parents, c'est une jeune fille équilibrée. Sa mère a refait sa vie de son côté, elle s'est remariée avec un autre homme. Cet homme, d'ailleurs, Paige l'adore. La mère de Paige et cet homme ont eu 3 autres enfants. Donc 3 autres enfants sont arrivés dans la famille, qui sont donc, vous le comprenez, les demi-frères et demi-sœurs de Paige, qui est très heureuse de ce rôle de grande sœur. Au moment des faits, au moment de l'affaire, en 2016, Paige a donc tout juste 16 ans et combine sa vie de lycéenne,
dans laquelle elle est très épanouie, la semaine, et sa vie d'apprentie coiffeuse, le samedi, puisque c'est l'un de ses rêves, c'est l'un de ses objectifs. Plus tard, Paige aimerait ouvrir son propre salon de coiffure. Le vendredi 18 mars 2016, Paige termine les cours aux alentours de 17 h. Mais ce soir-là, elle ne va pas rentrer chez elle pour dormir. En fait, il était convenu, notamment avec sa mère, qu'elle passe la soirée et la nuit chez une copine, dont le prénom n'a pas été dévoilé non plus, qui vit à environ 20 km du salon de coiffure dans lequel Paige travaille donc le samedi toute la journée. Et donc, elle s'était mise en accord avec Pamela, sa maman, en lui expliquant qu'elle dormirait chez sa copine et prendrait donc un bus le lendemain pour se rendre au travail. Et sa mère était plutôt confiante parce que ce n'était pas la première fois que Paige dormait chez cette copine. Et ce trajet en bus, celui qui devait la mener de chez sa copine au salon de coiffure, elle le connaissait, elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Le samedi 19 mars, au matin, Paige se lève donc à 7h30. Elle laisse sa copine dormir, puisque elle, de son côté, n'a pas d'obligation. Elle se prépare assez rapidement, elle sort de la maison de sa copine, elle marche une centaine de mètres et se dirige vers son arrêt de bus. Le problème, c'est que Paige n'arrivera jamais au salon de coiffure ce jour-là. Ce sont ses collègues qui vont s'inquiéter en premier et essayer de l'appeler à plusieurs reprises sur son téléphone portable, mais sans résultat. Alors, il décide de prévenir sa mère, Pamela, qui va paniquer rapidement, évidemment, et qui va s'activer dans ses premières recherches. La première chose que Pamela fait, c'est d'appeler évidemment l'amie en question, l'amie chez laquelle Paige a passé la nuit. Et cet ami lui explique que Paige n'est pas là, qu'elle est partie comme convenu ce matin. Elle se souvient de l'avoir entendu claquer la porte aux alentours de 8 h pour aller prendre son bus et donc aller travailler. Alors, Pamela, la mère de Paige, décide de continuer à passer des coups de fil aux copains de sa fille pour voir si jamais elle ne s'était pas arrêtée chez eux, mais aucun de ses copains n'a vu Paige ce jour-là. À partir de là, Pamela décide de prévenir la police. Ce qui va inquiéter les policiers en fait au tout départ, c'est cette absence d'activité de la part de Paige. Elle ne répond pas à son téléphone portable, il sonne dans le vide, et elle est complètement absente des réseaux sociaux. Et ça, c'est pas dans ses habitudes, parce que Paige, même le matin comme ça, met des posts sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Question que se posent les policiers, a-t-elle alors peut-être été victime d'un accident sur le chemin? Mais si ça avait été le cas, il l'aurait su. Il fouille alors les environs de la maison de son ami, il guette la zone, mais aucune trace de Paige. Et plus les heures avancent, plus l'angoisse augmente. D'autant plus qu'en fouillant dans sa vie personnelle, en posant des questions à sa mère, à ses amis, ils n'ont aucune raison d'émettre l'hypothèse d'une fugue, ça ne colle pas. Elle s'entendait bien avec sa famille, ses amis, elle était épanouie. Ça ne ressemble pas à Paige. Dès les premières heures de la disparition, la famille de Paige va se mobiliser, notamment sur les réseaux sociaux, en créant une page Facebook sur laquelle ils mettent des photos de Paige et surtout ils mettent des photos du dernier endroit où elle aurait pu se trouver, c'est-à-dire la zone de l'arrêt de bus. Les policiers de leur côté refont plusieurs fois le trajet emprunté par le bus ce matin-là, on ne sait jamais. Le chauffeur de bus est interrogé, mais il ne se souvient plus très bien si Paige est montée dans son bus ce jour-là. En fait, le premier témoignage concret que les policiers obtiennent arrive le dimanche matin, soit le lendemain de la disparition. Un homme raconte avoir vu Paige passer devant son magasin à 8h15 ce samedi 19 mars au matin. Et cet homme est sûr de lui parce que il se souvient, Paige lui a gentiment envoyé un petit bonjour de la tête. Il raconte ensuite qu'elle semble s'être dirigée non pas vers l'arrêt de bus, qui se situe près de son magasin à lui, mais probablement, c'est ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'elle est partie dans un café voisin, une épicerie qui est pas très loin. Ça, c'est un élément nouveau pour les enquêteurs. Paige n'est donc probablement pas montée dans son bus ce matin-là. 48 heures après que la disparition de Paige ait été signalée, le lundi 21 mars 2016, une horrible découverte est faite. Un corps sans vie est retrouvé sur un chemin d'herbe haute, tout près d'une route, à 3 km de l'arrêt de bus. Il s'agit
du corps de Paige Doherty. Et malgré le fait que son corps soit retrouvé près d'une route, l'hypothèse de l'accident est immédiatement écartée par les enquêteurs. Et pour cause, Paige a été assassinée, poignardée à 146 reprises. Certaines des blessures sur son corps sont des marques défensives, notamment sur ses bras, laissant penser qu'elle a tenté de repousser son agresseur. C'est un véritable choc pour tout le monde, pour la famille évidemment, mais aussi pour les habitants de cette petite ville, habituellement paisible, une ville qui n'a jamais connu un tel drame. Ça veut dire qu'un monstre vit peut-être parmi eux, un tueur. Mais qui a pu faire ça? Qui a pu commettre cette horreur? Un élément qui peut paraître anodin va aiguiller quelque peu les enquêteurs. L'ami chez qui elle a passé la nuit raconte aux policiers que Paige n'a pas déjeuné ce matin-là, et c'est une chose assez récurrente chez Paige. Elle le sait parce qu'en plus, quand elle s'est levée, elle a vu qu'il n'y avait rien de dérangé en fait. Pas de bol sorti, pas de vaisselle, rien. Et elle explique que quand Paige n'a pas le temps de déjeuner, généralement elle passe s'acheter quelque chose à manger dans une épicerie du coin qui fait aussi office du café, le Delicious Deli. Voilà, c'est dans son habitude. Et en plus, c'est pas très loin de son arrêt de bus. Alors les enquêteurs se rendent à cette adresse, le Delicious Deli, qui est donc une épicerie-café qui appartient à un certain John Lezem. Il a 32 ans, il est marié, père de 2 enfants, et il vit avec sa famille d'ailleurs à proximité de son commerce. Et il raconte aux enquêteurs qu'il a ouvert son épicerie à 7h17 ce matin-là, comme l'attestent d'ailleurs les images de vidéosurveillance de son épicerie. Il affirme à la police qu'il n'a pas vu Paige ce jour-là. D'ailleurs, quand on lui montre une photo de Paige, non, il ne l'a jamais vue dans son épicerie. Ce visage ne lui dit rien. Sauf que ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre pour les policiers, parce que les policiers savent, et c'est la copine de Paige qui leur a confirmé, que Paige se rend régulièrement dans cette épicerie, quand elle dort chez sa copine, le vendredi soir, quand elle n'a pas le temps de prendre de petit déjeuner, avant de prendre le bus. Je rappelle également que nous sommes dans une petite ville. Les visages sont familiers. Cet épicier aurait dû connaître le visage de Paige. Une autre information arrive aux oreilles des enquêteurs. Le propriétaire d'un magasin, situé quelques mètres avant l'épicerie, explique que ce samedi, en fin de matinée, John Lezem lui a fait une demande en urgence. Il l'a vu débouler dans son magasin et il lui a demandé s'il n'avait pas des produits de nettoyage. Ce qui a rendu cette demande étrange pour ce propriétaire, c'est le caractère urgent de celle-ci. John semblait paniqué, pressé. Pour quelle raison? La police va avoir accès à un élément très important, les images de vidéosurveillance donnant sur l'entrée de l'épicerie. On aperçoit, regardez, à 8h21, ce samedi 19 mars 2016, Paige en train de marcher le long de la route, se dirigeant donc vers l'épicerie. Mais ce qui inquiète les enquêteurs, c'est qu'à aucun moment, elle ne ressort du café. Les enquêteurs attendent, ils regardent la vidéo, elle ne ressort pas. Chose encore plus troublante, l'agitation dont a fait preuve John sur les images. 1 heure après l'entrée de Paige dans son épicerie, à 9h58 précisément, regardez. On le voit sortir de son établissement, courir et se diriger vers un autre magasin, qui est le magasin de l'homme qui a affirmé que John lui avait demandé de façon urgente des produits de nettoyage. C'était à ce moment-là. 1 minute plus tard, il ressort du magasin en courant pour retourner dans son épicerie. Il va en ressortir 5 minutes plus tard, à 10h03, pour ouvrir, regardez, le coffre de sa voiture. Enfin, à 11h59, il prend soin de baisser le store de son café et quitte les lieux en voiture, après avoir quelques minutes plus tôt mis un gros sac poubelle dans son coffre. Sac poubelle qui contenait le corps de Paige. Ces images-là, les images du moment où il met le sac poubelle dans son coffre, n'ont pas été diffusées par la police, mais d'après le rapport
des enquêteurs, on pouvait facilement apercevoir une jambe sortir du sac poubelle. John ne reviendra que le soir même à 18h04, comme le montrent une nouvelle fois les caméras de son épicerie. Là, il va effacer les dernières traces de son crime avant de retourner chez lui, où sa femme et ses enfants l'attendaient. Sans savoir que John avait caché, plus tôt dans la journée, le corps de Paige dans le jardin. Corps qu'il a ensuite déplacé à l'endroit où on l'a retrouvé 2 jours plus tard. Et ensuite, eh bien, il a repris le cours normal de sa vie. Face à ces terribles images, John Lizem ne peut pas dire que Paige n'est pas venue ce matin-là. Et là, d'un coup, quand on va lui montrer ces images, il va retrouver la mémoire. Il explique aux policiers que ça lui revient, c'est vrai, Paige est venue. Elle est venue, elle a acheté une petite tarte. Ils ont rapidement discuté, et puis elle est ressortie et elle s'est dirigée vers son arrêt de bus. Ça, c'est faux. C'est faux parce qu'à aucun moment on ne la voit ressortir de l'épicerie sur les images. Alors les policiers vont se souvenir que John a une caméra à l'intérieur de son épicerie. Ils lui demandent alors s'ils peuvent visionner les images. Mais là, John refuse. Les autorités obtiennent alors l'autorisation de fouiller l'épicerie, la maison et la voiture de John. Dans un premier temps, l'épicerie a l'air propre, rien à signaler. Mais lorsque les enquêteurs poussent le réfrigérateur, du sang est retrouvé. Et d'ailleurs, du sang est retrouvé à des endroits différents dans le magasin. Ce sang est analysé. Il appartient à Paige Doherty. C'est comme ça que le 23 mars 2016, 4 jours après le meurtre, John Lizem est placé en garde à vue. La première audience concernant le meurtre de Paige Doherty a lieu le 26 mars 2016, puis une deuxième le 1er avril 2016. Dans les 2 cas, et malgré toutes les preuves qui pèsent contre lui, le sang retrouvé, les images de vidéosurveillance, les témoignages, John Lizem plaide non coupable. Il est innocent, c'est ce qu'il dit. De leur côté, les parents de Paige Doherty enterrent leur fille. Les funérailles ont lieu le 26 avril 2016, en présence de nombreux habitants de la ville, venus soutenir évidemment la famille. Le 12 octobre de la même année, John Lizem revient sur sa plaidoirie et fait une déclaration totalement inattendue. Il raconte aux policiers qu'effectivement il a tué Paige, c'est lui. Mais il l'a tué, c'est ce qu'il explique, parce que Paige l'a menacé de ruiner sa vie. Il raconte que ce jour-là, lorsque Paige est arrivée dans son café, elle lui a demandé de lui trouver un job, chose qu'il a refusée en apprenant notamment son âge. C'est à ce moment-là, selon ses dires, que Paige l'a menacé de dire à tout le monde qu'il l'a harcelé si il ne lui donnait pas un emploi. C'est pour ça qu'il a paniqué. Il a paniqué et il lui a donné 146 coups de couteau. C'était le seul moyen de l'arrêter, c'est ce qu'il raconte. Mais pour les jurés, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que Paige était heureuse dans son salon de coiffure. Son rêve, c'était justement d'ouvrir son centre de beauté un jour. Ça ne lui ressemble pas du tout, c'est pas Paige. Et puis, honnêtement, c'était impossible qu'elle puisse avoir un autre travail en raison déjà de son âge et de sa scolarité. Personne ne comprend pourquoi Paige aurait demandé un autre travail. La demande était insensée. John Lizem est condamné à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 27 ans. Il fait appel de cette décision. Et figurez-vous que la peine va être réduite de 4 ans. En fait, le juge, dans cette affaire, réduit la peine en se basant sur la conviction que le meurtre n'était pas prémédité. Et le juge explique que John montre des remords sur ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on baisse sa peine. Mais pour la famille, c'est insensé, c'est inimaginable. Cet homme montre des remords alors qu'il a tué leur fille, qu'il a sorti le corps dans un sac poubelle, à la vue de tout le monde, en plein jour, qu'il l'a embarqué dans la voiture, qu'il l'a mis dans son jardin, avant de la déposer à un autre endroit, qu'il a continué à travailler comme si de rien n'était, qu'il a menti à sa famille, à tout le monde. Ça, c'est un homme qui éprouve des remords. Et ça veut dire en plus de ça, en tenant compte des 8 mois de détention qu'il a fait avant le procès, que quand il sortira de prison, il aura 54 ans. Il pourra refaire sa vie normalement. Et la question qui reste en suspens dans cette affaire pour tout le monde, c'est le mobile du crime. Pour quelle raison a-t-il tué Paige? Il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle
lorsque l'on a retrouvé Paige. Rien ne prouvait que les deux se connaissaient personnellement. Alors pourquoi un samedi matin ordinaire a-t-il choisi d'assassiner cette jeune femme de façon brutale en si peu de temps? Le seul qui détient la réponse aujourd'hui, c'est John lui-même, qui n'a toujours pas révélé la vraie raison de son geste. Il s'en est toujours tenu à l'histoire qu'il a inventée à la place. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires ici ou là, que ce soit en commentaire YouTube, mais également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de bonnes vacances, évidemment, si vous avez la chance de partir en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas de vacances aussi. Voilà, grosse pensée à tous. Prenez soin de vous, c'est important. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!